Vous voyez l'écran? Oui, madame. Oui. Alors, avant de commencer, j'ai juste une information pour que vous concentrez sur ce qui va être présenté. Ce qui est présenté pour cette séance fera l'objet d'un petit test pour la séance prochaine. Donc, essayez de comprendre, de poser vos questions et on aura une petite évaluation sur ce que je vais présenter, ce que nous aurons pour cette séance. D'accord? Alors, c'est notre première séance du nouveau module Atelier Ligne. Je vais commencer par vous présenter de quoi il s'agit dans ce module et puis on va entamer une première partie des objectifs. Les objectifs du module sont les suivants. Bon, quelques objectifs, il y aura certainement d'autres, mais principalement, on aura une bonne partie sur le concept Lean Six Sigma. Vous connaissez ce que le Lean, on va revenir à ça juste après pour un petit rappel et puis on va lier, ou on va comparer, ou on va voir pourquoi le concept Lean Six Sigma. Un deuxième objectif très important, c'est d'appliquer ce que nous avons eu comme concept, ou même des outils que nous n'avons pas eu dans le module Système Lean, des outils qui étaient appliqués, de point de vue classique, habituels, sont appliqués dans le domaine de l'industrie, dans les systèmes manufacturiers. On va voir comment on peut adapter ces outils-là pour les entreprises de services. Exemple d'entreprise de service. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple d'entreprise de service? Vous êtes là? Je te dis, madame. Vous connaissez aucune entreprise de service? Madame, Oui. le bilan, tu as les dimensionnements. Voilà, le 10. Par exemple, oui, les bureaux. Ouais, c'est un bureau de service. Quoi d'autre? Une banque, madame. Une banque, c'est une entreprise de service. Les hôpitaux aussi. D'accord? Donc, c'est tout ce qui produit quelque chose qui n'est pas tangible. Il n'y a pas de bien à produire. Et on a discuté aussi une particularité des entreprises de service, c'est que dans la majorité des cas, comme les hôpitaux et les cliniques par exemple, le client, c'est le produit. D'accord? Donc, on va discuter des particularités. Vous pouvez parler sans lever la main, s'il vous plaît. Je peux pas revenir. Celui qui veut parler, il peut parler. Donc, parmi les particularités des entreprises de services, c'est que le produit et le client sont dans la majorité des cas les mêmes. Donc, le médecin va intervenir sur, entre guillemets, le produit qui est en même temps le client, par exemple. Nous, on va principalement travailler sur des entreprises de healthcare, de santé, des cliniques et des études de cas sur des cliniques et des hôpitaux, des cabinets de médecins. On va travailler sur les banques, comme votre camarade a proposé, euh, et ça va être pour le premier cas le Lean hospitalier ou Lean healthcare. Deuxième cas, pour les banques, ce sera le Lean banque. Et on va parler aussi de Lean office ou Lean bureau ou administratif. Donc on aura les banques, les bureaux ou les administrations et le healthcare pour les établissements de santé. Comment on va travailler sur ces trois domaines? Tout d'abord, on va travailler sur les MUDA. Qu'est-ce qu'un MUDA dans le healthcare? Qu'est-ce qu'un MUDA dans le domaine banquier, le secteur banquier? Et par la suite,
vous allez vous-même choisir des études de cas. Vous allez sélectionner, on va travailler sur comment sélectionner un article scientifique comme étude de cas et vous allez travailler sur ces études de cas pour étudier comment les experts ont pu adapter les outils du Lean Manufacturing au système de service. Pour cela, vous allez vous répartir en groupes. Ce sera pour la séance prochaine. Je vais vous présenter ce que nous allons faire. Donc, vous allez vous répartir en groupe de 5 ou groupe de 4 ou 6, comme vous voulez. Et vous allez présenter les études de cas que nous allons sélectionner dans des ateliers de travail pendant les séances de cours. Donc, on va réserver une demi-heure, 2 heures par séance pour travailler sur la sélection des études de cas. On va travailler sur ça et ça fera l'objet d'un exposé pendant les séances 6 et 7. Il y a des groupes qui vont présenter pendant la dernière séance et des groupes qui vont présenter dans l'avant-dernière séance. C'est un module de 21 heures. Donc, les 3 exposés sur des études de cas sur Lean et Lean Bank. Il y aura un quatrième exposé sur un jeu appelé jeu Kanban. Là, il y a une documentation très importante sur le net. J'ai partagé avec vous aussi une documentation, une proposition de documentation sur ce jeu. Et l'idée, c'est de réaliser un cas d'application du jeu Get Kanban. Lorsque vous allez voir les documents, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Donc, vous aurez le choix entre ces quatre exposés. Les 4 doivent être présentés. On va discuter de ce que chaque étudiant va faire. Donc, peut-être vous pouvez commencer à réfléchir sur les équipes, sur les groupes, la répartition des groupes. Donc, c'est comment on va travailler sur le Lean Service. Premier objectif, Lean Six Sigma. C'est quoi Six Sigma? Comment on l'applique? Pourquoi on a besoin de ça? Deuxième objectif, c'est le Lean Service, principalement Healthcare, Banque et Office. Et ça fera l'objet d'un exposé basé sur les études de cas ou bien un jeu Get Kanban. Vous allez comprendre ce jeu comme je vous ai dit. Et nous aurons 2 séances ou 3, on verra selon l'avancement, de simulation. La première, ce sera un jeu de rôle basé sur un concept du healthcare. Donc, on étudiera les principes ou les concepts que nous avons vus dans le module Système Lean, l'implantation et l'équilibrage, le chronométrage aussi, principalement. Et vous allez jouer le rôle d'infirmier de patient dans une urgence ou dans un cabinet de médecin et on va chronométrer, calculer les temps de cycle. Par la suite, on va implanter, équilibrer les postes et proposer un nouveau layout éventuellement. Travailler sur l'amélioration de, entre guillemets, l'atelier qui est dans le cas du service du healthcare en particulier, le cabinet ou la salle pour l'urgence. Nous allons utiliser des appareils médicaux réels et vous allez jouer le rôle de médecin, d'infirmier, de patient. Il y aura quelqu'un pour chronométrer, il y aura quelqu'un pour enregistrer. Donc, ce sera un jeu de rôle pour illustrer. Dans le cadre d'un atelier, nous avons tout le matériel nécessaire, le concept principalement d'implantation, équilibrage et chronométrage. Deuxième atelier, on va travailler sur la notion de kata. Est-ce que nous avons évoqué déjà le concept kata en classe? C'est quoi le kata? C'est quoi le kata, indépendamment du Lean? Est-ce que vous connaissez ce que le kata? Pour les arts martiaux, le karaté,
c'est l'enchaînement individuel que font les joueurs. C'est un jeu olympique, je pense aussi. Donc, c'est un enchaînement et il y a une logique dans cet enchaînement, il y a un objectif. La logique de kata, ça a été emprunté pour être appliqué pour la gestion des systèmes manufacturiers et les systèmes de services. On va travailler dans le cadre d'un atelier sur comment appliquer la logique de kata. C'est toute une théorie. On va voir que c'est une théorie avec des procédures, avec des méthodes et des outils pour l'amélioration de la production des biens et de services. Le kata est généralement lié au concept, de ce qu'on appelle la pensée scientifique. On va discuter aussi de la pensée scientifique et dans le même cadre, on va parler, sous forme d'atelier aussi, du TWI. C'est l'abréviation de TWI. Training Within Industry. On a discuté ça. C'est quoi? Est-ce que vous vous rappelez de ce que le Training Within Industry? Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Non? Ok, on va revenir à ça, c'est pas grave. Et pour toutes les quatre principales parties pour ce cours-là, on va utiliser dans la majorité des parties des simulations, des illustrations réelles et des exposés que vous allez présenter pendant les séances 6 et 7. Pour l'évaluation du module, il n'y aura pas d'examen, il y aura une note une partie de la note sera sur 30% sur ce que vous allez présenter sur les études de cas ou le jeu de GetKanban. Ça va être 30% le travail sur le projet. Le contrôle continu pour le choix, pour comment choisir l'étude de cas, comment vous allez sélectionner, qu'est-ce que vous allez choisir, et puis la présentation et la discussion. On va parler avec plus de détails sur ça, mais ça fera 30% de la note finale du module. Vous aurez aussi 3 tests au mois. Au moins 3 tests, c'est fixé. Il pourra avoir d'autres tests et la moyenne de ces tests-là fera 40% de la note. Et vous aurez 30% de votre note sur votre implication en classe et les travaux que vous aurez à faire, que ce soit TD en classe ou bien des travaux chez vous à la maison. D'accord? A priori, les dates des tests sont déjà fixées. A priori, bien sûr. Vous aurez un test pour la prochaine séance, comme je vous ai dit. Juste après avoir terminé la partie du 6 sigma, on va la terminer aujourd'hui. On va parler par la suite des MUDA, l'InOffice ou l'InBank, éventuellement TWI. On va voir la répartition. Comme je vous ai déjà dit, ça va dépendre de l'avancement du cours. On aura un petit test sur ça aussi, les MUDA dans le domaine de service. Et puis, après le kata et l'atelier de l'INEFCAL avec l'équilibrage et l'implantation, vous aurez un test ou bien la 6e ou la 7e séance. On va voir comment faire. Ce sont des tests annoncés. Maintenant, je vais vous dire quand est-ce que vous aurez votre test. Le premier sera la séance prochaine et 30% de la note sera la moyenne des tests que vous aurez en classe. D'accord? C'est clair pour le mode d'évaluation? Oui, madame. Ok. Je vais partager juste après la fiche module sur votre Classroom. J'ai partagé Classroom ou pas encore? Je pense pas. J'ai partagé le Classroom et avec la fiche module, les objectifs, ce que j'étais en train de vous expliquer et une répartition qui ne sera pas forcément respectée à 100% pour le volume horaire, alors que le contenu sera certainement respecté, Inch'Allah. D'accord? Donc vous aurez votre fiche module d'ici l'après-midi. D'accord? Pour cette séance et la séance prochaine, on va travailler sur le Lean Six Sigma. On va essayer de se familiariser avec
et comprendre surtout le concept de Lean Six Sigma, principalement dans le domaine du service. On ne pourra pas certainement travailler sur tout ça, mais on va commencer par une première partie. Je vais alterner entre Lean Service et le Six Sigma. Je vais commencer par le Lean Service. Nous allons travailler ensemble sur un exemple de processus de service. Je propose par exemple une visite pour le service d'urgence dans une clinique. On va illustrer ça par un exemple et on passera par la suite à discuter ou à présenter le concept de Six Sigma puis Lean Six Sigma. Pourquoi on a besoin de ça? Pourquoi le Lean a besoin d'un complément? Pourquoi ne pas travailler uniquement sur le Lean? Les différences entre Lean et Six Sigma et pour comment on peut regrouper ces concepts-là. On laissera les autres parties pour la prochaine séance et on commencera le travail sur les études de cas. D'accord? Donc, on va commencer par l'exemple et là j'ai besoin de votre implication s'il vous plaît. Nous avons la séance de prévision, nous avons discuté quelques particularités du système de service. Nous avons dit principalement, et au début de cette séance aussi, que le système de service il est particulier parce que dans la majorité des cas, pour le service, il n'y a pas de produit, il n'y a pas de bien à produire. Ça, c'est une particularité. Est-ce que vous pouvez proposer d'autres particularités du système de service? Pensez par exemple aux hôpitaux. Voilà, un cabinet de médecins. Est-ce que par exemple, un médecin peut avoir une idée sur le nombre de patients qu'il va avoir pendant la journée? Normalement oui madame. Comment? Normalement أي يبدأ عنده فكرة. Et comment il peut avoir cette idée-là? كيفاش؟ Il doit être informé ولا Comment? يبدأ. Justement, comment il va être informé par le nombre de patients? Est-ce que par exemple, يا je suis comme ça, est-ce que je ne peux pas, sans rien faire, aller chez un médecin, sans l'informer? là il faut prendre un Il ne rendez-vous, faut il pas va être prendre un informé. rendez-vous. Non, il ne faut pas prendre un rendez-vous. Tu peux, enfin, il y a des médecins qui exigent, mais dans le cas général, on peut aller chez un médecin, s'inscrire, attendre le rôle et puis entrer pour une consultation. Ça, c'est la règle. Donc, les médecins, ou l'urgence, ou les cliniques, c'est un aspect aléatoire. Donc, ما نحكيوش على des interventions chirurgicales ou des interventions de grande ampleur. Moi, je parle d'une simple consultation. Je sens un malaise, je vais chez un médecin. Je peux attendre jusqu'à 4 ou 5 heures, mais quand même, je peux ne pas prendre un rendez-vous. Donc, il y a ce qu'on appelle, dans le domaine de service, le critère aléatoire de la demande. Mais je m'attendais lorsque tu as parlé du fait qu'un médecin peut savoir, j'ai cru que tu parles de rendez-vous. Donc, si tu prends un rendez-vous, si le médecin travaille sous rendez-vous, oui, il aura une idée sur le nombre de patients qu'il va avoir. Mais la règle, c'est que le service, peut-être on peut prendre un autre exemple qui est plus général, aller à une banque pour avoir un service. Est-ce que les responsables de la banque peuvent avoir une idée sur le nombre de clients? قد ليه مدام مي Mais جو كخوا ابخي ان سيغتان طون ينجموا يعملوا بريفيزيون تاع الموين تاع العباد اللي يجي في النهار. on peut toujours faire des prévisions, mais on parle de la fiabilité de ces prévisions-là. Par exemple, pour les banques, pour le même exemple, on peut dire que au début du mois, il y a beaucoup plus de gens que à la fin du mois. Oui, ça c'est vrai. Mais réellement, pour pour le même endroit, même agence, pour le mois de janvier, je peux avoir 50 clients par jour. Pour le mois de février, je peux avoir 10 pour la même date, pour le premier du mois. Donc, tant que
il y a un service, il y a un critère, il y a une caractérisation, une nature aléatoire. On peut calculer une prévision, une valeur de prévision pour n'importe quel service, mais là, c'est la fiabilité, c'est la précision, l'erreur éventuelle qu'on peut commettre qui fait la différence avec le système manufacturier. D'accord? Donc, bien qu'on peut, bien sûr, on a dit ça dans le cours, on peut prévoir le nombre de clients pour une banque, on peut prévoir le nombre de patients, mais dans une urgence, par exemple, dans un service d'urgence, est-ce qu'on peut prévoir le nombre de patients? Non. Non, mais pendant les week-ends, il y a une probabilité d'avoir plus de patients parce que la probabilité d'accident augmente. Donc, c'est la notion, voilà, c'est la nature aléatoire de la demande des services. Donc, bien qu'il y a des moments où on peut estimer, on peut prévoir le nombre, mais le risque que ce nombre-là soit faux est élevé parce que justement, le service a une nature aléatoire. Deuxième nature et vous pouvez proposer d'autres bien sûr, la deuxième caractérisation du secteur de service, c'est le fait qu'on ne peut pas stocker un service. Si on revient au médecin, le jour où il a 50 patients, voilà, le jour où il n'a pas un grand nombre de patients, il a uniquement 10, il ne peut pas stocker son service pour le jour d'après où il aura un très grand nombre, il ne peut pas satisfaire la demande. Donc, c'est une caractérisation qui donne une particularité très importante au service et c'est pour ça qu'on fait la différence entre la gestion des systèmes de service et la gestion des systèmes manufacturiers. WIP, c'est l'abréviation de quoi? Les encours, on les appelle comment? C'est quoi un encours déjà? Un rappel? L'encours, c'est quoi? On parle de stock matière première, stock produit fini et encours. Donc, l'encours, c'est quoi? Le stock entre les pièces. WIP sont les encours, work in process, c'est le stock intermédiaire entre deux postes dans le même processus. Ce que nous avons vu dans le module Lean est supposé être des prérequis pour ce module-là. On ne va pas refaire le cours. D'accord? Mais comment on peut maintenant travailler sur ces deux caractérisations du système de service? Principalement, deuxième critère qui est la nature aléatoire de la demande. On peut, comme votre camarade a dit, prendre des rendez-vous. Prendre un rendez-vous peut contrôler le nombre de patients que, par exemple, le nombre de clients dans le cas général d'entreprises de services qui va être servi. Pour les hôtels, par exemple, c'est le système de réservation. On peut se préparer par un système de réservation. Pour les salles de fête, par exemple, aussi, c'est un service par un système de réservation qui peut donner une prévision plus ou moins précise de la demande. L'utilisation des outils complémente ce qui est proposé aussi. Ce sont deux pratiques très utilisées pour le système de service, mais on va voir qu'il est possible d'utiliser tous les concepts, presque tous les concepts et outils que nous avons vus pour le système manufacturier. On va travailler maintenant sur un exemple de patient qui va visiter ou bien un médecin pour consultation, elle a une urgence. Et comme pour le cas des systèmes manufacturiers, on peut très bien
on peut très bien décortiquer, si vous voulez, l'activité en des éléments. Donc, vous allez imaginer qu'il y a un patient qui va entrer dans une urgence. Il est devant la porte et l'objectif, c'est quoi lorsqu'on est dans l'urgence? C'est de consulter, prendre des médicaments, oui ou non? B. On va prendre toutes les étapes. On va commencer depuis la porte de la clinique. Donc, un patient, il est devant la porte de la clinique. Son objectif, c'est de visiter un médecin et on va supposer qu'il y a qu'il va voir les médicaments de la clinique aussi. Il y a une pharmacie là-bas et il va quitter la clinique. Donc, lorsqu'il est devant la porte, comment il va procéder par étapes pour atteindre son objectif? Tout d'abord, il est devant la porte. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit vers quoi? La première chose à faire. Le patient يدخل من الباب وين يمشي باش يمشي يعدي. S'il vous plaît. للكابيني للطبيب. Directement pour le médecin? لا يمشي للسكرتير نتاع الطبيب قبل l'enregistrement. Il va à la réception ou à l'enregistrement. Il y a une durée d'enregistrement ou pas? Durée. Ça va prendre combien de temps l'enregistrement? À peu près. Je vais passer cette étape. Je vais vous donner directement la réponse. Alors, l'exemple, c'est d'un patient qui va consulter dans une clinique. Donc, je propose, il y en a d'autres certainement, je propose qu'il va se déplacer vers la réception. Il va attendre l'enregistrement, il va trouver une file d'attente pour l'enregistrement. Il va effectuer l'opération d'enregistrement. Là, on peut fusionner enregistrement et paiement. Là, on pouvait dupliquer enregistrement et paiement. Bad, il va se déplacer éventuellement vers la salle de consultation, attendre la consultation. Il va consulter, déplacement vers pharmacie, il va attendre pour récupérer ses médicaments et il va les récupérer. Chaque étape, elle a une durée et pour chaque attente, il y a un nombre de personnes en attente. Il y a une file d'attente pour un nombre de personnes. On peut supposer par exemple que le patient va trouver 7 personnes. مدام Oui. أنا بلي عندك مشكلة في الميكرو مدام يقص ويرجع. توا تسمع فيها؟ أي توا هي ما صارت يقص. يقص عندك أنت جو بونس خاطر سي بور تو الموند لو بروبليم. وي مدام. وي مدام. من وقتاش؟ قبل ما نبداو في التابلو. Ok. Donc, tableau, il est devant vous. Puisque vous n'êtes pas réactif dans tous les cas, vous allez trouver l'enregistrement. Le tableau, il est devant vous. Vous avez les étapes. Et pour chaque dawa, vous êtes capable de m'entendre? Oui, madame. أي مدام. Oui. Donc, on va supposer chaque étape, elle a une durée. Et pour chaque attente, il y a un nombre de personnes qui attendent. On va supposer que nous avons 7 personnes qui attendent pour enregistrement, 8 personnes pour consultation, 6 personnes pour récupérer les médicaments. Et une estimation du temps, 3 minutes par exemple pour l'enregistrement, 15 minutes, la consultation c'est entre 10 et 15 minutes, 15 minutes pour la consultation, 2 minutes pour récupérer les médicaments. Pour les durées totales, c'est juste la multiplication de 7 fois 3, 8 fois 15.
Et on va supposer que l'enregistrement demande 3 minutes, la consultation 15, comme je vous ai dit, et la récupération des médicaments, c'est 2 minutes. C'est déjà calculé pour les temps d'attente là. Le temps de cycle est égal à combien? Dans ce cas, le temps de cycle? Et la somme est égale à 175 minutes. Quelle que soit l'activité, l'objectif, c'est quoi? C'est de maximiser quoi? Lorsqu'on travaille le ligne, on cherche à maximiser quoi? Féline pour maximiser la production. Non, je peux Au moins, maximiser la production et maximiser le stock. Donc, c'est pas un travail. L'objectif, c'est pas de maximiser la production, pas du tout. Surtout pas, Aslan. Surtout pas maximiser la production. Si je produis et je ne vends pas, je vais augmenter le stock, donc je vais perdre. C'est un muda. Donc, l'objectif, c'est quoi? De maximiser la valeur ajoutée. L'objectif, c'est de maximiser la valeur ajoutée. C'est quoi la valeur ajoutée ici? Pourquoi le patient s'est rendu à la clinique? Pour faire quoi comme Pour valeur faire une ajoutée? consultation Pour consulter et prendre les médicaments. Voilà. Donc, tout ce qui n'est pas consultation et récupération des médicaments, c'est une non-valeur ajoutée. Si vous divisez le temps à valeur ajoutée qui est 15 plus 2 sur le temps total qui est 175, vous allez trouver un pourcentage de valeur ajoutée d'uniquement 9,7%. Donc, c'est un pourcentage qui est très faible. Si on veut améliorer ce pourcentage, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les améliorations qu'on peut proposer là? Fluidifier l'enregistrement ou minimiser la temps. Il faut donner des actions. C'est pas une action. Fluidité des enregistrements, c'est pas une action. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, dans ce cadre, pour l'enregistrement? Comment on peut rendre l'enregistrement fluide? On peut, par exemple, En ligne, madame. effectuer des enregistrements en ligne, oui, par exemple. Donc, l'une des actions d'amélioration pour éliminer ou diminuer la valeur ajoutée, la non-valeur ajoutée, augmenter la valeur ajoutée, c'est effectuer des rendez-vous en ligne. Ça va affecter quoi? Est-ce que ça va affecter la durée de consultation? Non? Est-ce que ça va affecter la durée de récupération? Non, mais plutôt ça va affecter le nombre de personnes en attente. Ça va réduire les files d'attente. On va supposer par exemple que l'enregistrement en ligne, lorsqu'on effectue un enregistrement en ligne, on n'aura pas de personnes en attente pour l'enregistrement. On aura uniquement 2 personnes en attente de consultation et au lieu de 6, on aura 3 personnes uniquement en attente pour récupérer les médicaments. Et la valeur ajoutée va atteindre les 29% uniquement par effectuer un enregistrement en ligne. Par exemple, c'est une simulation. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre pour améliorer le temps, pour minimiser le temps de récupération des médicaments? Voilà, pour réduire le nombre d'attentes. Créer un flux automatisé, mais bien le médecin ou la pharmacie. Très bien, une communication directe. Une communication directe, les laboratoires d'analyse, ils envoient directement, généralement lorsqu'il y a une collaboration avec le médecin, ils envoient directement les résultats des analyses au médecin où le patient n'a pas à aller au laboratoire et puis au médecin. Donc il va directement au médecin pour prendre les médicaments, l'ordonnance dans le cas général. Donc on peut proposer aussi, puisque c'est dans le même endroit, que le médecin envoie l'ordonnance vers le pharmacien et lorsque le patient arrive,
il va récupérer, ça va pas prendre, il va uniquement récupérer son ordonnance, les médicaments de son ordonnance, et il n'a pas à passer 2 minutes plus de préparation des médicaments. D'accord? Donc et le 29% peut en augmenter davantage, et c'est l'objectif d'augmentation de valeur ajoutée, que ce soit pour une clinique ou pour un médecin ou pour un hôpital. C'est un exemple très simple, et par une simple opération, on a pu multiplier le pourcentage de valeur ajoutée par plus que 3. Et de d'autres actions, ça va être multiplié par 4 et 5. Donc c'est toujours l'idée d'effectuer des petites améliorations pour avoir un gain très important, que ce soit pour les systèmes manufacturiers ou bien pour le système de service. Toujours pour maximiser la valeur ajoutée, on va chercher les mudas et on va essayer de les éliminer. Je nomme les mudas, qui peut me rappeler les 7 ou les 8 mudas? Qui peut nous rappeler les mudas? Donc, transport, c'est le mot que je peux utiliser pour mémoriser ces mudas. Transport, stock, inventory, les mouvements inutiles, les attentes, la surproduction, traitement excessif, les défauts et la mauvaise exploitation des ressources humaines. Voilà le potentiel humain non ou mal exploité. J'insiste sur le fait que le MUDA surproduction, overproduction, c'est produire plus que le nécessaire avant le temps, après le temps. Le temps recommandé par le client, bien sûr. La valeur ajoutée, c'est toujours de point de vue client. Valeur ajoutée de point de vue client. D'accord? C'est un exemple très simple, très rapide de l'importance de la chasse au MUDA dans une chaîne de production de services, une clinique par exemple. D'accord? Bien. Maintenant, on va parler du Six Sigma. Lorsque nous avons parlé du Lean, on a dit c'est quoi l'inconvénient majeur du Lean? L'inconvénient, qu'est-ce qui manque lorsqu'on met en place un système de management de la production basé sur les outils du Lean? Qu'est-ce qui manque à ces outils-là? Qu'est-ce qui n'existe pas pour les outils Lean? C'est le travail sur la qualité de la production. Le Lean ne travaille pas sur la variabilité du système. Donc, lorsque on effectue une opération, on ne peut pas garantir que cette opération va continuer dans le temps, on va améliorer la production principalement, la qualité principalement du produit. D'accord? Le Six Sigma, si vous vous rappelez certainement de cette figure-là, ici nous avons l'apparition du Lean, du Toyota Production System, la TPS. Ici, nous avons l'apparition du Six Sigma, c'est pratiquement 30 ans après. Donc, le besoin de qualité n'a pas de place dans les années 50. Pourquoi? On n'avait pas besoin de travailler sur la qualité produit. Pourquoi? On travaille sur la maximisation de la marge de gain ou la minimisation du coût de revient. Il n'y avait pas vraiment un besoin de travailler sur la qualité des produits. Pourquoi? Il n'y a pas de concurrence. Il n'y avait pas de concurrence. La concurrence n'était pas très, très importante. Il y avait quand même une concurrence, et il n'y avait pas de clients très exigeants, il n'y avait pas de diversification de produits, il y a un seul produit, voilà, 2 références qui sont produites, donc on n'avait pas besoin d'un système de gestion de la qualité, et en avançant dans le temps, ce besoin est apparu, et dans les années 80, Motorola a proposé une méthode, vous allez voir pourquoi j'ai dit ça, une méthode que Motorola a appelée DMAIC Six Sigma. Allez, DMAIC Six Sigma parce que selon ceux qui ont proposé la théorie du Six Sigma,
et c'est confirmé avec la pratique, il faut qu'un chantier Six Sigma se base sur la démarche des Mike. Lean, principalement, c'est quoi? Est-ce que c'est un projet, le Lean? Est-ce qu'on peut dire, je vais mettre en place un projet Lean dans un atelier? En fait, non, parce que, oui. Parce que le Lean, ce sont des bonnes pratiques dans un cadre d'amélioration continue qui ne doit jamais s'arrêter. C'est la route de Ming, c'est le PDCA, on a toujours quelque chose à améliorer. Alors que le Six Sigma, c'est un projet. Par définition, un projet, il a une date de début, une date de fin. Donc, c'est un projet limité dans le temps qui doit obligatoirement suivre la démarche des Mike. C'est la théorie de Six Sigma proposée par Motorola et en avançant dans le temps, il y a eu une théorie de fusionner. Fusionner, c'est dans le sens de travailler le Lean et le Six Sigma ensemble vers les années 2000. C'est historiquement l'apparition de Six Sigma par rapport à l'apparition du Lean. C'est proposé par Motorola. Si on veut zoomer sur uniquement la TPS et Six Sigma, on va trouver que le Lean, l'évolution du Lean, on a discuté de ça, c'est Ford, puis Toyota, puis le Juste-à-temps, jusqu'à arriver au Lean qu'on connaît aujourd'hui. Puis, pour le Six Sigma, l'évolution du Six Sigma, c'est à partir des mathématiques, des lois statistiques. On va voir qu'on va utiliser la loi normale de la statistique. Et l'utilisation, la mise en pratique des lois de la statistique couplées au management de la qualité, TQM, Total Quality Management, ont fait apparaître dans les années 80 et puis Motorola a proposé dans les années 80 Six Sigma et puis General Electric qui a mis en place la théorie du Six Sigma et dans les années 2000 il y a la notion de Lean Six Sigma pour travailler sur le processus lui-même pour éliminer les mudas puis pour assurer une stabilité de la qualité de production du système. Comparer maintenant le Lean et Six Sigma, c'est une liste qui n'est pas du tout exhaustive de comparaison, mais ce sont les grandes lignes de différence entre, j'évoque les différences entre Lean Management et Six Sigma. C'est pas le Lean Six Sigma et puis on va fusionner les deux. Donc le Lean, il a été développé par le groupe Toyota, Motorola, puis General Electric pour Six Sigma, les années 50 pour le Lean, les années 80 pour Six Sigma. Le Lean, c'est un ensemble de bonnes pratiques. Le Six Sigma, c'est une démarche scientifique, c'est un projet, c'est une méthodologie basée sur des Mike, définir, mesurer, analyser, mettre en place et contrôler. Le Lean permet de éliminer les gaspillages. C'est l'objectif de la mise en place ou de l'application du Lean. Le Six Sigma cherche à annuler ce qu'on appelle la variabilité du système pour réduire le nombre de défauts produits. D'accord? Donc, éliminer, voilà, minimiser, voilà, réduire la variabilité de production pour éliminer les défauts produits. Ce n'est pas une élimination de tout type de gaspillage. Le Lean doit être appliqué en permanence, toujours. C'est une amélioration continue. Et le Six Sigma, c'est un projet limité par le temps. Le Lean commence du terrain, du Gemba, pour optimiser le flux. Le Six Sigma commence du haut. Du haut, des responsables. Les responsables qui vont prendre la décision de mettre en place un chantier Six Sigma. Ils vont fournir les ressources. On va voir ces ressources-là. Et
le Six Sigma, c'est basé sur des lois statistiques, sur ce qu'on appelle l'MSP, la maîtrise statistique des processus. Vous allez travailler sur l'MSP dans le module management de la qualité. Ce que nous allons voir dans ce module, c'est la logique de Six Sigma. Donc, le sigma, c'est quoi? Pourquoi Six Sigma? Et puis, à la fin, les dernières séances de deuxième période 4, vous allez avoir toute une théorie, la théorie de l'MSP et l'MSA dans le module management de la qualité. C'est pas une redondance. La logique, vous allez la voir maintenant et puis vous allez exploiter le sigma pour le module management de la qualité. Et finalement, le Six Sigma, c'est une méthodologie basée sur la statistique et le calcul d'un indicateur particulier de la loi normale, la courbe de Gauss, on va y arriver, qui est le sigma ou l'écart type. Donc, le KPI qu'on va utiliser pour le Six Sigma, c'est l'écart type sigma. On va le calculer tout de suite, juste après quelques minutes, alors que le lean, comme vous le savez, c'est un bon sens, c'est une bonne pratique, bien qu'il y a des méthodes de calcul, d'implantation et d'équilibrage, mais ce n'est pas basé sur des lois mathématiques robustes. Donc, les deux notions ont l'air d'être très différents, mais ils sont complémentaires. Pourquoi complémentaires? Parce que le lean va éliminer les gaspillages et améliorer la réactivité ou l'agilité de la chaîne de production. La ligne sera flexible, nous n'aurons pas de déchets. Puis, le Six Sigma doit être fait sur un processus qui est déjà lean. Donc, une fois le processus est lean, sans gaspillage, vient l'outil Six Sigma pour assurer ce qu'on appelle la stabilité, c'est-à-dire une meilleure qualité de la production, que ce soit un produit manufacturé ou un produit de service. Cette figure, je l'ai prise de ce site-là, et si vous avez besoin de plus de détails, par exemple, pourquoi il appelle ça polluant, comment lier l'environnement à une application de Lean Six Sigma, etc., vous pouvez visiter ce site-là. Il est très riche. Hein. Son nom, c'est Lean Six Sigma, pour plus d'informations. Donc, comparaison de Lean et Six Sigma. Le Six Sigma doit être sur une ligne de production lean, svelte ou mince, pour assurer une stabilité et une bonne qualité de la production. Pour résumer maintenant, 2 slides de résumé de Lean Six Sigma. On commence par là. Nous avons un processus normal non optimisé. Le Lean va travailler sur les flux et je vais avoir un processus mince, svelte, sans nœud, sans attente, sans stock, au maximum. Puis, le Six Sigma va travailler sur la variabilité. La courbe verte ici, on va voir comment on va la tracer. Ça traduit les performances du système. Cette courbe-là, verte, ça traduit les performances du système de point de vue qualité. On va prendre un échantillon de produits et on va traiter les données pour avoir la courbe gaussienne de la loi normale ici. Les deux droites verticaux ici, ce sont les limites du client. C'est le besoin client. Limite inférieure et limite supérieure. Donc, pour Six Sigma, on va tracer cette courbe-là avec les performances intrinsèques du système, la courbe verte, et les exigences du client avec les deux courbes orange. L'objectif de l'exercice industriel ou l'exercice dans le domaine de service, c'est de avoir les performances du système dans les deux limites clients. Le client, par exemple, il dit j'ai besoin un exemple, on va prendre un exemple de découpe de tubes en plastique ou de tubes métalliques et le client me dit
j'ai besoin que la longueur des tubes soit 100 mm plus ou moins 2 mm. 100 mm plus ou moins 2. Si toute ma production est, c'est la production, si toute la production est plus ou moins 1 mm, toute la production est acceptée par le client. Donc, on aura une courbe qui a cette forme-là. Si j'ai quelques produits avec des longueurs de 103, 104, 105, ça va être à l'extérieur de ce que le client demande et donc le client ne sera pas satisfait et tout ce qui est à l'extérieur des courbes inférieures et des limites inférieures et supérieures de la demande de client sera une non-qualité, sera considéré comme non-qualité. On va voir comment lire les courbes, comment tracer ces courbes-là surtout. D'accord? Des questions sur la relation ligne-sigma? Vous m'entendez? Oui, madame. Mais c'est pas normal votre réaction. Ni je ne réponds plus si tu n'es pas responsable de toute la classe. Je sais que tu es là et tu m'entends. Merci. Juste un autre. Non, quand même. 30 secondes باش أول واحد يقول لي oui نسمع فيك. Pour résumer la relation entre ligne et sigma, on va dire que je vais supposer que c'est une capsule. Je ne vais plus poser de questions. Je vais expliquer et quitter le mythe. OK? Et vous aurez quand même un test de la prochaine séance sur ce que je vais présenter. Si vous avez des questions, vous pouvez intervenir. Sinon, je ne vais poser aucune question. أنا حتى تسمعوا فيا ولا vous pouvez pas répondre à ça. تسمعوا فيا ولا ما تنجموش تقولوا أيه نسمعوا فيك. علاش جايين مالا؟ ما تجيوش وكهو. Donc, pour résumer, pourquoi on utilise ligne 6 sigma ensemble? On utilise le lean pour rendre le système efficace, pour satisfaire le client. On utilise 6 sigma pour rendre le système stable, c'est-à-dire pour maintenir la qualité de la production. Notre objectif pour la production, c'est un système efficace et stable. C'est la performance qu'on cherche. Et ces deux caractéristiques sont assurées si la méthodologie Lean Six Sigma est bien mise en place. Maintenant, c'est quoi le sigma et pourquoi on l'appelle sigma? Pour illustrer la méthode Six Sigma, je vais partir d'un exemple de découpe de tubes en millimètres. Donc, on dit un atelier de fabrication. Parmi les tâches effectuées, c'est découper des tubes en plastique ou en métal, peu importe. Généralement, lorsqu'on veut calculer le sigma, généralement dans tous les cas, on ne va pas travailler sur tous les articles produits, mais on effectue un système d'échantillonnage. Donc, on va prélever un échantillon et on va travailler sur cet échantillon-là. Dans notre exemple, on a considéré un échantillon de 30 pièces. Et pour chaque pièce, nous avons mesuré la longueur en millimètres.
parmi ces 30 pièces, nous avons trouvé 10 pièces qui ont une longueur de 100 mm, 5 pièces qui ont une longueur de 98 mm, 2 tubes, qui ont une longueur de 103 mm, et une seule pièce qui a une longueur de 105 mm. Si vous faites la somme, vous allez trouver que c'est 30 tubes, 30 pièces, la taille de l'échantillon, et chaque pièce a sa propre longueur, bien sûr, sa propre dimension. On va noter grand N, la taille de l'échantillon, dans notre cas grand N est égal à 30, et on va appeler mu la valeur moyenne de l'échantillon. Comment on calcule la valeur moyenne? Tout simplement, on somme toutes les longueurs et on divise par 30. Donc, mu égale à 3000 sur 30. Vous pouvez vérifier ça. Donc, la somme de toutes les longueurs, 100 fois 10, plus 98 fois 5, plus 105 fois 2, 104 fois 2, plus 105 fois 1, divisé par la taille de l'échantillon. Donc, n est égal à 30, mu est égal à 100. Puis, on va placer un axe des abscisses les dimensions, les longueurs dans notre cas. Et on va placer au milieu le mu, qui est égal dans notre cas 100. On va graduer l'axe des abscisses et dans l'axe des ordonnées, on va mettre le nombre de pièces. Donc, nous avons trouvé 10 pièces qui ont une longueur de 100. Nous avons trouvé 2 pièces qui ont une longueur de 103, une pièce qui a une longueur de 105, une pièce qui a une longueur de 95, et on place tout simplement un histogramme voilà, on peut tracer juste une courbe, une droite, un segment de nombre de pièces. On peut ne pas trouver une courbe symétrique. Donc, juste, on va placer ce que nous avons trouvé comme mesure de l'échantillon prélevé et on va la placer sur l'axe des ordonnées, puis on trace la courbe. C'est la courbe gaussienne de la loi normale, tout simplement. Quel que soit le produit utilisé, on procède de la même manière. On calcule la valeur moyenne, on la place sur un axe des abscisses, puis pour chaque mesure, on met le nombre d'articles et on trace la courbe. C'est la courbe de Gauss, la courbe de la loi normale. Notre objectif, c'est de chercher sigma. La loi normale, t'as une formule pour calculer sigma. La somme des xi, les longueurs dans notre cas, moins la valeur moyenne qui est mu au carré, divisé par grand N qui est dans notre cas égal à 30. Je vous conseille, lorsque vous avez quelque chose qui m'a d'utiliser Excel pour le calcul. Donc ici, vous pouvez calculer le sigma par Excel. D'accord? Donc ici, oui, ici, on va calculer sigma, on va trouver que c'est égal à 1,9 à partir de la formule tout simplement. Sigma est égal à 1,9, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, je vais considérer 1,9 entre la valeur moyenne calculée mu et sigma. Je vais mettre ici et je vais dire que ici c'est 1 sigma. À une distance de 1,9, selon l'échelle que j'ai définie bien sûr, j'ai 1,9. Ça c'est 1 sigma. 2 sigma, ça sera 1,9 fois 2. 3 sigma, 1,9, 1,9, 1,9. Et ainsi de suite. D'accord? On va dire que ce paramètre sigma mesure la variation. On va comprendre pourquoi la variation. Mais pour le moment, on va dire que sigma mesure la variation.
la variation de mon processus. Jusque-là, je n'ai pas parlé de client. Je ne parle que de mon processus, des performances de mon processus, la qualité de la production, de la ligne de production, quelle que soit la demande de client. L'étendue de la courbe, on va l'appeler dispersion ou bien étendue, bien sûr. C'est depuis ce point-là où j'ai une seule pièce jusqu'à ce point-là. C'est l'étendue ou la dispersion de la production. Si j'ai une courbe aplatie, on va dire que j'ai une dispersion importante. Si la courbe est mince, je vais dire que j'ai une faible dispersion, la faible étendue. Cette caractéristique, c'est une caractéristique propre au processus. C'est intrinsèque au processus. Ce n'est pas une caractéristique liée au client. C'est une caractéristique propre au processus. J'ai besoin d'ajouter les exigences clients. Les exigences clients vont être données dans le cahier de charge sous forme d'une limite supérieure et une limite inférieure. Si on revient à notre exemple là, ça va être une limite supérieure de longueur et une limite inférieure de longueur aussi. Et on va voir quelque chose qui ressemble à ça. Ce sont les limites de conformité de la bonne qualité client. J'aurai donc les informations sur mon processus, la courbe rouge, après le traitement par calcul de sigma, etc. Et j'ai les deux limites de conformité supérieure et inférieure du client. Ici, si je vais relier les exigences client au sigma, je vais dire que mon système est 3 sigma. Le système est 3 sigma parce que j'ai 3 sigma, 3,1 disons, à l'intérieur de la limite client, la limite de conformité client. OK? Oui, madame. مدام بنات نجم تعاودوا مزيد. خدها في الفيديو. Donc, tout ce qui n'est pas entre les limites de conformité, c'est la non-conformité. Tout ce qui n'est pas une limite de conformité, tout ce qui n'est pas à l'intérieur des deux limites de conformité, c'est la non-conformité. Le processus, dans ce cas, c'est 3 sigma. Ici, c'est un cas particulier parce que la courbe est symétrique. Si ce n'est pas symétrique, on va discuter de ça la prochaine fois. Si ce n'est pas symétrique, je vais trouver, par exemple, 3 sigma ici et 2 sigma ici. Donc, je vais prendre quoi? Est-ce que 2 sigma ou la 3 sigma? Rapidement. Est-ce que ce sera 2 ou la 3 sigma? Je m'en ai à sigma. Sigma, c'est combien, voilà, quels sont les produits qui sont conformes de point de vue client. Si c'était ici la limite supérieure, donc j'aurai 2 sigma de conformité. Ici, j'aurai 3 sigma de conformité. Si je prends un processus 3 sigma, la partie heavy, est-ce qu'elle sera de bonne qualité ou elle est selon ma caractérisation? Oui, parce que ça sera à l'intérieur de ce que le client demande. Mais réellement, si c'était hack, je prends 3 sigma. Cette partie-là, est-ce que c'est la bonne qualité ou la mauvaise qualité? Mauvaise qualité. Mauvaise qualité. Donc, est-ce que je peux prendre 3 sigma dans ce cas? Non. Je dois prendre la valeur la plus faible si la courbe n'est pas symétrique. Donc, si c'était le cas, haka. Donc, à droite, j'aurai 3 sigma.
À gauche, j'aurai 2 sigma. Je prends un processus à 2 sigma. D'accord? Mais c'est un détail. Là, ce que nous allons voir pour le sigma, ce n'est pas du tout la théorie de 6 sigma, mais c'est une initiation. Donc, on ne peut pas avoir tous les cas possibles, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre ce que le sigma est, la relation entre les limites de conformité et la valeur de sigma. Tracer la courbe avec mu sigma, puis tracer les limites de conformité inférieure et supérieure. Tout ce qui est entre les limites de conformité, c'est conforme à la qualité. Tout ce qui est à l'extérieur, c'est une non-conformité. Le sigma, علاش اسمها 6 sigma? Pourquoi on l'appelle 6 sigma à votre avis? Parce que si on prend 6 sigma, dans la majorité des cas, ça va couvrir toute la production. Presque toute la production, on va voir. Presque toute la production. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et toute la courbe est prise en considération dans ces 6 sigma. 6 sigma, donc, c'est une méthodologie basée sur la statistique. Allez, statistique parce que j'ai effectué un échantillonnage. L'objectif, c'est de réduire la variation. C'est quoi la variation? On a les longueurs différentes dans cet exemple-là. Et il y a la courbe aplatie qui n'est pas pointueuse. S'il y avait uniquement 3 longueurs, là, la courbe était haka. Il y a plus de pièces qui sont proches de la moyenne et j'aurai une courbe qui a cette forme-là, haka. Donc, j'aurai une faible dispersion. J'utilise 6 sigma pour mesurer la variation. C'est pas pour améliorer la variation. L'amélioration, on peut la proposer par formation du personnel, par changer la matière première, par n'importe quelle autre action, par changer le layout, par modifier la gamme d'usinage, etc. Et le 6 sigma, la courbe, elle est utilisée pour mesurer la variation. Qui est quoi cette variation-là? Une différence statistique. La moyenne statistique une différence entre la moyenne statistique mu et les autres points calculés. Donc, la moyenne et les autres points calculés. C'est-à-dire qu'il y a la variation. D'accord? L'outil qu'on utilise, voilà, le calcul qu'on utilise pour mesurer cette variation-là, c'est le sigma. Lorsque vous avez eu le module ProbAStat l'année dernière, vous avez appelé ce sigma ou bien sigma ou la déviation standard ou la écart type. On n'a pas besoin de toute la théorie de la loi normale, on a besoin juste de savoir que le sigma mesure la variation. Le nombre de sigma indique la qualité de la variation de mon système. L'étendue ou la dispersion, c'est le nombre de sigma pour couvrir toute la production, toutes les pièces dans notre cas que nous avons choisi pour l'échantillonnage. Si il n'y a pas de variation, j'aurai une courbe mince et je dis que j'ai une faible dispersion. Si j'ai une grande variation, c'est-à-dire plusieurs longueurs mesurées dans notre cas, j'aurai une courbe avec une dispersion importante et un nombre de sigma important. Jusque-là, il n'y a aucune intervention client. Par la suite, je viens placer les préférences clients pour voir est-ce que mon système est capable de satisfaire le besoin du client ou pas. Voilà, avec quelle probabilité mon système est capable de satisfaire le client. C'est bon? Un deuxième exemple, maintenant, du service pour calculer les indicateurs d'évaluation de 6 sigma. On va considérer un échantillon de 50 appels téléphoniques. On a un centre d'appel et
le responsable il reçoit un nombre de réclamations parce que le temps d'attente est très important. Donc, il y a un mécontentement du client, des clients, de plusieurs clients, pour le temps d'attente. Pour diagnostiquer la situation, le responsable a prélevé un échantillon de 50 réclamations, de 50 appels téléphoniques plutôt, actuellement réclamations. Et il a trouvé ces temps-là. Donc, il a trouvé qu'il y a un temps d'attente de 200 secondes, 2 secondes, 55 secondes, 80, 190. Donc, il y a de tout. Comment on calcule la valeur moyenne de temps d'attente, tout simplement? La valeur moyenne en secondes des temps d'attente. La somme sur 2. Sur 50, sur 2. Sur 50. La somme sur 50, tout simplement. Si vous faites la somme de tous ces temps-là sur 50, vous allez trouver 30 secondes. Est-ce que c'est mauvais, 30 secondes? C'est pas mauvais, c'est très bien. C'est pas gênant d'attendre 30 secondes. C'est un très bon indicateur même. C'est un bon indicateur. Pourquoi maintenant le client n'est pas content? Parce que le client ne ressent pas ces 30 secondes. Qu'est-ce qu'il ressent, le client? Il ressent la différence entre 30 secondes et 200 secondes, par exemple. D'accord? Il est mécontent, il n'est pas satisfait, le client, parce que il ressent non pas la moyenne, si on veut faire l'analogie, le client ne ressent pas la moyenne, mais il ressent ça. Il y a 200 secondes ou à la 180 secondes. D'accord? Donc, le client n'est pas satisfait parce que il ne ressent pas la moyenne. Et je ne vais pas vendre au client la moyenne. Je vais vendre au client un produit. Je ne vais pas rendre un service en moyenne au client. Je vais rendre un service individuel particulier. Comment je peux savoir pourquoi le client est mécontent? Par ces deux limites. Bon, on a dit limite inférieure, s'il y a immédiatement une réponse, c'est très bien. Donc, je dois demander au client sa limite de conformité. Quand est-ce que le client, à partir de quel temps d'attente, le client il est mécontent? Par exemple, il dit que le client ressent la variation et non pas la moyenne, ce que j'étais en train de dire. Je demande au client quand est-ce que vous êtes mécontent, il dit lorsque le temps d'attente dépasse 1 minute. Ce sera l'écart type. Ce sera mon écart type. Mon écart par rapport à la moyenne pour que le client ne soit pas satisfait. On va garder ça à part et on va calculer d'autres indicateurs de performance. Donc, dans ce cas-là, le défaut, c'est un temps d'attente qui dépasse 30 ou un temps d'attente qui dépasse 60 secondes. Qu'est-ce que je vais appeler défaut? Un temps d'attente qui dépasse 30 ou 60 secondes? Qui dépasse 30 secondes. Plutôt 60, fait 30. Est-ce que le client est satisfait? Oui. À 30 secondes, le client est satisfait. À 60 secondes, il n'est plus satisfait. Donc, je vais appeler défaut tout appel téléphonique qui engendre un temps d'attente qui dépasse les 60 secondes. Le défaut, c'est une caractérisation de non-respect des exigences du client. Les clients, l'exigence satisfait de ne pas dépasser un temps d'attente de 60 et non pas de 30. Je vais appeler défaut tout écart de l'exigence du client. C'est un décalage par rapport à la moyenne ou le décalage par rapport à une valeur qui dépasse ce que le client demande. Maintenant, on va mesurer le 6 sigma par deux indicateurs principaux. Défaut par unité et défaut par million d'opportunités. On va oublier un peu l'exemple de tout à l'heure pour définir
défaut par unité et défaut par million d'opportunités. On va considérer cette formule-là pour calculer le défaut par unité. Tout simplement, nombre de défauts divisé par la taille de l'échantillon. On va prendre un exemple. On va considérer que pour un centre d'appel téléphonique, un client peut être non satisfait pour deux causes. Ou bien le temps d'attente important, ou bien la qualité de service est mauvaise. Il n'a pas eu la réponse qu'il attend. On va considérer un échantillon de 50 individus, 50 appels téléphoniques, et on va considérer que il y a eu 10 clients qui ne sont pas satisfaits par la durée d'attente. Ils ont un retard de réponse. Parmi ces 10 clients, il y a 3 qui sont aussi non satisfaits de la qualité de service. Et il y a 7 clients qui sont satisfaits du temps d'attente, mais qui ne sont pas satisfaits de la qualité de service. J'ai évoqué cet exemple-là pour comprendre qu'est-ce qu'un défaut, taille de l'échantillon, nombre de clients non satisfaits et surtout nombre d'opportunités de non-satisfaction. Alors, quel est le nombre de clients non satisfaits? قداش عندي من clients non satisfaits là, dans cet exemple? madame. 10. 10 non satisfaits pour deux critères ou 17 autres qui ne sont pas satisfaits pour la qualité. Donc, on dit 17 clients non satisfaits. D'accord? Oui ou non? Oui. Ben, Oui. قداش le nombre de défauts détectés maintenant? Défaut. قداش من défaut? Par définition, c'est l'écart, c'est le nombre de fois où un client n'est pas satisfait. قداش عندي من défaut? Réfléchissez, hein? عندي déjà هذوما le deuxième 7 défauts là. Oui ou pas? Deuxième هنا les 7 clients هما 7 donc 7 défauts plus 10 clients صار لهم retard 20 معناها 20 donc j'aurai 10 plus 3 plus 7 عندي 20 défauts. D'accord? Donc 17 clients non satisfaits et 20 défauts. Maintenant, comment ça 20 défauts? Qui n'a pas compris pourquoi 20 défauts? Mais maintenant, opportunité de Madame, Oui. trois non satisfaits de la qualité. 3 les 10 premiers non معناها 10 non satisfaits من l'attente وكاينو 3 non satisfaits من plus 3 non satisfaits من الكاليتي. C'est Omaima qui a posé la question. Non, madame, c'est pas moi. Qui a posé la question? Et Emna. عندك 10 personnes. Madame فيهم les 10 ne sont pas satisfaits du temps d'attente. هذوما 10 défauts pas. وال10 هذوكم وقت اللي هما ما هماش satisfaits من الكاليتي كاينهم des nouveaux clients qui ne sont pas satisfaits de la qualité. Donc plus 3. فهمت أنا؟ oui, madame. Et les 7 qui ne sont pas satisfaits uniquement de la qualité. Donc 7, 10 et 3. Maintenant, c'est une notion très importante qui est la notion de opportunité de défaut. Le nombre maximum que je peux avoir de défauts. Et le nombre maximum de défauts.
dans cet exemple-là, la pire situation qui peut avoir lieu. Tous les clients ont un temps d'attente qui dépasse le temps de satisfaction et ne sont pas satisfaits du service, de la qualité de service. Donc, le nombre d'opportunités de défaut, le nombre maximum de défauts que je peux avoir. 100, madame. 40. C'est 100. C'est tous les clients, les 50 clients en même temps ont un temps d'attente important et une mauvaise qualité de service. Donc, on appelle opportunité de défaut un nombre maximal de défauts qu'on peut avoir sur un échantillon prélevé. Est-ce que c'est clair le farq bi nombre de défauts et nombre d'opportunités de défauts? Il faut comprendre ça. Hein? Clair? Oui, madame Claire. On a défaut par unité, nombre de défauts sur la taille de l'échantillon, tout simplement, ou on dit nombre par million d'opportunités. Tout simplement, on va multiplier le nombre par unité par 1 million. Les statistiques, on ne l'unité, mais plutôt par million d'unités. Donc, on multiplie par 1 million, tout simplement. Nombre de défauts multiplié par 1 million divisé par la taille de l'échantillon. Mais c'est qu'on va utiliser pour évaluer les 6 sigma, mais plutôt le défaut par nombre de défauts par million d'opportunités. Comment on calcule ça? Nombre de défauts dans l'échantillon fois 1 million divisé par le nombre d'opportunités de défauts. Et les taille de l'échantillon fois le nombre d'opportunités par unité. D'accord? Nombre de défauts de l'échantillon fois 1 million divisé par le nombre d'opportunités de défauts. Et les nombre par unité, nombre de défauts, l'opportunité de défaut par unité multiplié par la taille de l'échantillon. Pour calculer ces indicateurs, on va revenir à notre exemple. Je vous rappelle que le temps de satisfaction client, c'est 60 secondes. Donc, combien de défauts on a ici? Nombre de défauts. Qu'est-ce que j'appelle défaut? Tout temps d'attente qui dépasse 60 secondes. Donc, regardez. Nous avons 6 défauts. 5 défauts. Regarde, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Nous avons 6 défauts. Moi, tout ce qui dépasse 60 secondes. Si je vous demande de calculer l'indicateur défaut par unité, le nombre de défauts divisé par la taille de l'échantillon. Donc, ça sera tout simplement 6 sur 50. D'accord? Deuxièmement, défaut par million d'opportunités. Défaut par million d'opportunités. C'est nombre de défauts fois, madame, par million, donc multiplié par 1 million, divisé par nombre d'opportunités de défaut. Qu'est-ce que nombre d'opportunités de défaut ici? On dit un seul défaut qui est le temps d'attente, qui est supérieur à 1 minute. Donc, le nombre d'opportunités égale 50. 50, tout simplement. Donc, le DPMO sera nombre de défauts fois 1 million divisé par 50 fois 1. Donc, ce sera 120 000. D'accord? Pourquoi on calcule le DPMO? Parce que le 6 sigma, on peut calculer le sigma, moi je le 6, on peut calculer le sigma, le niveau sigma à partir de DPMO. Pour vous, vous n'allez pas calculer ça. Vous allez avoir un abac
fait la correspondance entre dPMO et sigma. dPMO niveau sigma. D'accord? À mesurer les performances. Ce tableau est le suivant. Si nous avons un dPMO, défaut par million d'opportunités, égal à ce chiffre-là, on va dire que notre processus a un niveau sigma égal à 1. Si nous avons 233 dPMO, on va dire que sigma, le niveau sigma de mon processus est égal à 5. Si j'ai un nombre de dPMO égal à 3,4, je vais dire que mon processus est 6 sigma. Si Madame, 120, oui, oui, مدام صوتك كان ضيع شوية جا في البارت توك يرجع في البارتي الأخرانية هذه في si الباج اللي j'ai قبالها un niveau de sigma هناك égal à un niveau de dPMO égal à 120 000. وين نحطها 120 000 Elle est entre 1 et 2. À quoi elle est? Elle est entre 2 et 3. 120 000, c'est entre 2 et 3. À quoi elle est? Donc, le niveau sigma de mon processus, c'est 2, quelque chose. Je peux calculer. Il y a une formule pour calculer ça. Il y a même des fichiers Excel pour calculer ça. Donc, on dit un niveau sigma entre 2 et 3. D'accord? Chaque dPMO, j'ai un niveau de sigma différent. Est-ce que c'est clair jusque-là? Je calcule le nombre de défauts par million d'opportunités, je déduis le niveau de sigma. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous êtes capable de calculer des PMO? Je suppose que oui, il suffit d'utiliser cette formule-là et de comprendre c'est quoi un défaut, c'est quoi une opportunité de défaut, c'est quoi le nombre, la taille de l'échantillon. Calculer des PMO et déduire par la suite le niveau sigma. Le niveau sigma peut être 1,2, 3,5, 4,9. Dans la BAC, nous avons juste des entiers, mais sur Internet, vous pouvez trouver tout ce que vous cherchez. Dans le cas général, dans les industries, on utilise 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 sigma. B. Maintenant, pour chaque dPMO, je définis un niveau sigma. Sigma, c'est qualité produit. Donc, je vais définir un pourcentage de produits conformes. Une formule de calcul, je peux vous la transmettre. C'est lié à la loi normale, par les abacs de la loi normale, bien sûr. Donc, pour chaque niveau sigma correspond un pourcentage de produits conformes à la qualité. Si j'ai un niveau sigma égal à 1, j'ai un pourcentage de conformité de 31%. Si j'ai un sigma égal à 5, un niveau de conformité de 99,977%. Un niveau sigma égal à 6, un pourcentage de conformité de 99,99966%. Et les dPMO pour 6 sigma, علاش الناس الكل تحب توصل 6 sigma, 6 sigma, 6 sigma? Parce que le pourcentage de défauts par million d'opportunités lorsque mon système est 6 sigma, c'est 3,4. Parce que vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire? 3,4 pièces par million d'opportunités. C'est le zéro, c'est quasiment le zéro. Pour illustrer l'importance, est-ce que vous voyez, pourquoi on cherche le 6 sigma?
Oui, madame. Mais si on prend ici 294 unités, à gauche ici, nous avons uniquement mouche 1 million. 294 unités. Si on zoome fois 100, puis on zoome fois 10, on va trouver ce défaut, un seul défaut par 294 000 unités. Quoi dire de 1 million? C'est pour ça que l'un de vos camarades a dit pourquoi ne pas dire 7 sigma pour dire 0? Parce qu'on est déjà à 0. احنا توا on est 0. D'accord? Donc, le 3,4 défauts par million d'opportunités, ça correspond à 6 sigma et à 99,997% de produits conformes à la qualité. Donc, les entreprises, bien sûr, 31% c'est très mauvais, c'est catastrophique même. Donc, uniquement 1%, 30% de la production qui est conforme à la qualité. Et en avançant avec le nombre de sigma, nous aurons une amélioration du processus. B. Si on veut maintenant relier le nombre de défauts par million et la courbe gaussienne que nous avons tracée, on va dire que les en gris correspond aux critères. La bonne qualité, c'est ce qui est à l'intérieur entre les limites de tolérance du client et des PMO, défaut par million d'opportunités, c'est ce qui est à l'extérieur, ce qui ne sera pas toléré par le client. Donc 6 sigma, c'est lorsqu'on dit 6 sigma, c'est 99, tout ça de conformité entre les exigences du client. 1 sigma, c'est uniquement ça. Lorsqu'on dit sigma, c'est sur un seul côté de la courbe. Plus ou moins 1 sigma, plus ou moins 2 sigma, plus ou moins 5 sigma. D'accord? Donc, avec Alish, lorsque j'ai commencé à parler de 6 sigma, j'ai dit que nous avons intérêt à avoir une faible dispersion, donc une courbe mince. C'est pour avoir le maximum de produits dans les limites clients et avoir un système le plus proche possible du 6 sigma. Il y a une autre illustration, je pense, oui, une autre illustration jusqu'à 3 sigma, la moyenne plus ou moins 3 sigma. Si j'atteins le 3 sigma, cette entreprise-là suppose que 99% c'est suffisant. Donc, là, je m'attendais à une question, quelle est la différence entre 99,97 et 99,99? C'est presque la même chose ou pas? Allez, je dis m'encolle 6 sigma et ne jamais dire par exemple 4 sigma, bien que 99% c'est un très bon pourcentage de bonne qualité. Pourquoi à votre avis? Hein? Allez, je dis m'encolle 6 sigma et on ne dit jamais 4 sigma, bien que c'est 99%. Je vais illustrer la réponse par quelques exemples pour la séance. Mais on va considérer des exemples. Maintenant, on va prendre des exemples réels et on va mesurer la valeur du sigma. On va dire les situations si nous avons 3,8 sigma, ça correspond à 99% de bonne qualité, et 6 sigma avec ce chiffre de bonne qualité. Théoriquement, 99 et 99,9, il n'y a pas une très grande différence entre ces deux chiffres. Alors, le 3,8, ça n'existe pas dans le tableau, mais ça existe dans d'autres tableaux. 3,8, c'est entre 3 et 4. Le 3, c'est 93, le 4, c'est 93,3, le 3,8, c'est 99. Et
3, 8 sigma, ça correspond à 10 000 défauts par million d'opportunités et 99% de conformité. Le 6 sigma, comme nous avons déjà vu, c'est 3,4 défauts par million d'opportunités et 99,99966 de conformité par rapport aux exigences clients. Je vais prendre un exemple d'approvisionnement en eau potable. 3,8 sigma correspond à 15 minutes d'eau non potable par jour. 6 sigma, 1 minute d'eau non potable tous les 7 mois. C'est différent quand même. Bien 15 minutes chaque jour et 7 mois et 1 minute tous les 7 mois pour le 6 sigma. Pour le domaine du healthcare, c'est une comparaison entre 5000 erreurs par semaine, erreurs médicales par semaine, et 1,7 erreurs par semaine pour 6 sigma. Donc la différence entre 5000 et 1,7, elle est énorme, bien sûr. Pour les atterrissages ratés, si nous avons une gestion des aéroports avec 3,8 sigma, il y a une probabilité pour qu'un atterrissage soit raté par jour. Pour le 6 sigma, c'est un atterrissage par 5 années. C'est une probabilité. Pour l'approvisionnement en électricité, si l'entreprise, voilà, la société de production de l'électricité travaille avec 3,8 sigma, ça correspond à une probabilité de 3 heures de non-approvisionnement par mois. Pour le 6 sigma, c'est 1 heure toutes les 34 années. Est-ce que vous voyez la différence là? Pourquoi on a besoin de parler 6 sigma dans certains domaines? Et ça devient de plus en plus grave. Si on parle de crash avion, 3,8 sigma, on parle de probabilité de 6 crashs par jour. C'est catastrophique. Avec le 6 sigma, c'est un crash par jour. C'est une probabilité, مش معناها كل نهار il y a un crash. Et si on parle de, tout à l'heure on a parlé de opération simple, opération médicale simple, et là on parle de chirurgie, opération chirurgicale. Avec 3,8 sigma, on parle de 5000 par semaine. Avec 6 sigma, on parle de 2 chirurgies ratées par mauvaise opération. مش opération, là, ça ne veut pas dire que le patient va mourir. Raté, c'est peut-être non réalisé, voilà, n'a pas atteint le 100% de ses performances. D'accord? Et on va finir par les transactions bancaires. Si on travaille à 3,8 sigma, il y a un problème avec le sang. Si on parle avec 3,8 sigma, on parle de 140 000 transactions ratées par heure. Avec 6 sigma, 75 opérations uniquement par heure. Une probabilité, bien sûr. D'accord? Ce que vous devez comprendre de cette séance-là, c'est l'importance du travail de Lean dans le domaine du service, mais surtout, il faut comprendre que le 6 sigma, ça a été mis en place par Motorola et cadré ou théorisé par General Electric à partir des années 80. Vous devez comprendre les différences et la complémentarité entre le Lean et le 6 sigma, pourquoi on a besoin de les regrouper. Un système Lean sans MUDA, un système sur lequel on a appliqué un projet 6 sigma, c'est un système qui est peu variable, qui est stable de point de vue qualité. Si on applique le Lean 6 sigma, on aura un système efficace et stable en même temps. Le sigma, on l'a illustré par cet exemple-là, et ça revient à tracer la courbe de Gauss de la loi normale, commencer par un échantillon, déterminer les mesures, calculer la valeur moyenne, puis calculer, tracer la courbe bien sûr, puis calculer sigma par cette formule-là. Et
la valeur de sigma va me donner la dispersion, la variabilité, l'étendue de ma courbe là. La courbe, elle est d'autant bonne que la dispersion est faible. On a intérêt à avoir une courbe mince. Bas, on va placer les préférences du client. Le nombre de sigma entre les limites client, c'est le niveau sigma de mon processus. Tout ce qui est à l'extérieur des deux niveaux, voilà, des deux limites de conformité, ce sont des pièces non conformes. On a parlé des indicateurs qu'on utilise pour calculer, pour évaluer le fonctionnement d'un chantier 6 sigma par exemple. C'est l'écart type, la déviation standard sigma, mais surtout les deux paramètres ou les deux KPI, défauts par unité, nombre de défauts par la taille de l'échantillon, pour faire la différence entre nombre de clients non satisfaits, nombre de défauts et surtout nombre d'opportunités de défauts qui est le nombre maximum de défauts qu'on peut avoir dans un échantillon. Taille de l'échantillon multipliée par le type de défaut qu'on peut avoir. Dans notre exemple, nous avons calculé le défaut par unité. On a défini le défaut comme étant attendre plus que 60 secondes et donc le DPU est égal à 6 sur 50 et le défaut par million d'opportunités c'est égal à 6 qui est le nombre de défauts multiplié par 1 million 606 divisé par le nombre d'opportunités de défauts, 50 la taille de l'échantillon et on a travaillé sur un seul défaut pour cet exemple-là. Nous avons parlé de la correspondance des PMO, défaut par million d'opportunités et sigma, et nous avons dit que pour chaque sigma correspond à un DPMO et inversement, pour chaque DPMO correspond à un niveau sigma, il y a une formule qu'on peut utiliser pour calculer ça. Pour vous, ça sera un abac pour le moment. Donc, nous avons une correspondance niveau sigma et DPMO et une correspondance niveau sigma, défaut par million d'opportunités et pourcentage de produits conformes de point de vue client. La meilleure, bien sûr, c'est d'avoir 6 sigma qui est équivalent à 3,4 défauts par million d'opportunités et ce chiffre-là comme pourcentage de conformité. Et nous avons illustré l'importance de 6 sigma par CESO pour mettre en place, voilà, pour illustrer l'importance du niveau 6 sigma et même 5 sigma. Et le sigma, ça correspond à la bonne qualité entre les limites de préférence du client. Le DPMO correspond à tout ce qui ne fait pas partie des exigences du client à l'extérieur des besoins clients. Avec Aleph, nous avons besoin d'avoir une courbe avec une faible dispersion. Comment ça se passe? Ce n'est pas à nous de changer la courbe. On fait un diagnostic, on trace la courbe, on propose un plan d'action, on corrige l'exercice, on retrace la courbe et ça doit être moins dispersé. On n'agit pas sur la courbe, mais on agit sur l'exercice qui va automatiquement avoir une courbe différente une fois le chantier 6 sigma est fini. Donc, la correspondance, des exemples de correspondance et illustré, je vous ai proposé des exemples pris de l'internet certainement. Il y a un calcul qui est fait certainement, mais c'est pour valoriser le fait que les entreprises, surtout dans le domaine de l'aéronautique et du healthcare, ils travaillent surtout sur le 6 sigma et non pas sur le 5 sigma ou le 4 sigma. Et c'est illustré par ces pourcentages-là. Voilà. Vous avez des questions? Des questions? Non, madame. Voilà, je vais arrêter juste l'enregistrement.